nous avons vécu ensemble le premier événement de la plateforme Nos Causes Communes, ici à Marseille. D'emblée, je veux adresser des salutations appuyées à l'ensemble des intervenants qui se sont succédés pendant 2 jours dans les plein air et les ateliers que nous avons programmés. Ici, à Marseille, nous avons eu droit à des échanges d'une très grande qualité sur le plan intellectuel. Et à chacune et chacun d'entre eux, intellectuels, responsables politiques, militants syndicaux et associatifs, je veux leur signifier un grand merci et je vous invite à les applaudir avec moi encore une fois. Comprenez bien que ces remerciements au début de propos ne relèvent en aucune manière de la convenance. Car à la racine de la crise politique que nous traversons, il y a d'abord une crise de la pensée politique. Et si les apports des 2 jours de débat, comme ceux que nous avons vécus, ne sont sans doute pas quantifiables et chiffrables, ils sont, j'en suis absolument certain, déterminants. Bien plus déterminants en réalité que tous les bavardages, les commentaires et les petites phrases qui font l'écume du débat public. Toutes ces choses qui font le poison quotidien de l'actualité politique, c'est ce qu'il reste quand on a évacué la pensée. Il reste des éléments de langage à ceux qui n'ont plus rien à dire. Et il reste la caricature à ceux qui ne comprennent rien et qui, définitivement, ont décidé de ne plus comprendre. Penser est donc la tâche la plus ardente, la tâche la plus urgente, la tâche sans doute la plus utile à laquelle la gauche doit aujourd'hui impérativement se consacrer. La première mission que la plateforme Nos Causes Communes s'est assignée, c'est d'abord de rassembler la gauche républicaine, celle-là même qui, produit de l'histoire, s'est éparpillée. Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais au-delà, promouvoir, œuvrer au rassemblement de toutes les forces de progrès qui ont en commun, au fond, une seule chose, le refus obstiné du triomphe du droit du plus fort. C'est ce qui cimente la gauche depuis plus de 2 siècles dans notre pays. Ce rassemblement, je le dis, c'est une nécessité vitale pour les temps qui viennent, pour une raison simple. Si on ne le fait pas, nous laisserons grandir le clivage entre le bloc libéral d'un côté et dont l'élection de Monseigneur Macron constitue sans doute la forme la plus aboutie, et le bloc identitaire de l'autre, dont on voit avec quelle vitesse il se déploie partout en Europe. Avec la Ve République, qui tend naturellement à la bipolarisation du champ politique, il convient de prendre la mesure du péril que cela représente pour notre pays. Si jamais ils parviennent à leur fin, s'ils parviennent à installer ce clivage de pacotille, on en aura pour 20 ans. Je dis s'ils parviennent à leur fin, pourquoi? Parce que ce clivage est cyniquement mis en scène par les 2 clans. La Macronie entend se donner le beau rôle en se présentant comme un rempart contre le fascisme. C'est à ce prix d'ailleurs qu'elle pense pouvoir durer et occuper le pouvoir. Je n'ai pas dit l'exercer. Son sujet, c'est de l'occuper. À ceux qui en doutent, voyez donc avec quelle ardeur ils se sont distribués les rôles par presse interposée voici 15 jours. Le mardi, Orban affirmait « Il y a 2 camps en Europe et l'un est dirigé par Macron. » Sous-entendu, l'autre est dirigé par Salvini et Orban. Le mercredi, le lendemain, ce dernier se précipitait pour répondre à Orban et Salvini en leur disant qu'ils ont raison de le voir comme leur principal opposant. Mais cette stratégie d'apprenti sorcier doit être dénoncée sans ménagement. Les libéraux ne sont pas une digue contre le flot des identitaires. Ils en sont la source.
C'est l'échec des politiques libérales, des politiques imbéciles qui conduisent invariablement depuis 30 ans, qui alimentent la propagation des idées réactionnaires partout sur le continent. Le philosophe Vincent Cousselière le résume assez bien d'une formule. Le populisme est partie de ces ismes qu'ils ont en tête. C'est la réaction des peuples à leur décomposition. Et c'est de décomposition politique et sociale dont il s'agit. Pour faire échec à cette mécanique infernale, le rassemblement des forces de gauche sera une nécessité, je l'ai dit. En tout cas, c'est la conviction et l'intuition, dirais-je, initiale de nos causes communes. Mais il faut sur ce point être clair. Le rassemblement, dont je précise qu'il doit être écrit en un mot, le rassemblement, pas le rassemblement. Pour nécessaire qu'il soit, ne devra en aucun cas être un énième atelier bricolage. L'expérience des assemblages de circonstances a largement contribué à décrédibiliser la gauche dans l'opinion publique. Notre tâche consistera donc à rechercher les convergences qui permettront de proposer un projet à la fois radical, parce que c'est à la racine des choses qu'il faut aller, mais surtout un projet conséquent. Tous ceux qui promettent la transformation sociale dans le cadre des traités, tous ceux qui promettent la transition écologique dans le cadre des traités, Jean-Luc vient d'en parler, ce sont des faussaires. Et je dis à tous nos amis socialistes qui ne s'en rendent pas encore aujourd'hui compte, même Nicolas Hulot l'a compris, lorsqu'il a évoqué le fait qu'il n'était pas possible de maintenir simultanément les critères de convergence de Maastricht, les critères issus de l'ensemble des traités, avec l'urgence écologique pour laquelle il avait accepté sa mission. Et il n'y aura donc pas de projet conséquent sans qu'il réponde d'abord aux spécificités de la crise politique que nous traversons et qui est, avant toute autre considération, me semble-t-il, une crise de souveraineté. Cela a été longuement évoqué ce matin. Mais qu'est-ce que j'entends exactement par crise de souveraineté? Pour être précis, c'est deux choses, la crise de souveraineté. C'est, un, la crise de la représentation démocratique. À force d'élire des représentants qui ne font pas ce qu'ils disent, ou qui ont parfois même l'audace de faire le contraire de ce qu'ils disent, les citoyens n'ont plus confiance. Rétablir cette confiance prendra du temps et passera par une refonte de nos institutions. Il n'y a pas de gauche possible qui puisse s'accommoder de la trahison du mandat qu'elle a reçu des citoyens. Et plutôt que de montrer du doigt les citoyens en leur faisant de la morale à chaque séquence électorale, il est impératif qu'on fasse droit à leur choix, car c'est un choix. Ce qu'on appelle pudiquement l'abstention doit être regardé comme un choix politique, une grève civique. Les appels désespérés à la mobilisation, au fond, ont quelque chose de profondément comique. Le miracle, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais le miracle, en réalité, je dois dire, c'est qu'il y en a encore autant qui se déplacent alors qu'ils sont cocus depuis si longtemps. Combien de campagnes électorales ont promis l'Europe sociale à force de ne pas tenir parole? Mais ils ne tiennent pas seulement leur parole, ils ne tiennent pas la parole dont ils ont reçu l'obligation par le peuple. À force de ne pas tenir cette parole-là, les citoyens ont fini par penser que la politique était impuissante pour changer le cours des choses. Et j'en arrive au deuxième point de cette crise de souveraineté. C'est la crise de la puissance d'agir du politique. L'action politique est devenue une petite entreprise de gestion, peuplée de comptables et de publicitaires chargés de faire passer des colonnes de chiffres pour une vision de la société. Face aux multinationales, face à la finance mondialisée, face aux lobbies, face aux exigences exorbitantes de Bruxelles, la servitude volontaire des responsables politiques entraîne la soumission des peuples. Donc la première urgence politique, c'est le rétablissement de la souveraineté populaire,
il va de soi, et que l'on doit aujourd'hui restaurer, tant elle a été malmenée, méprisée, détournée, piétinée. Il vient à l'esprit de chacun dans cette salle, évidemment, 2005, le référendum constitutionnel. Il vient le référendum grec de 2015. Mais je rappelle simplement qu'il y a d'autres référendums qui ont eu lieu dans cette République et qui sont piétinés. Les fameux référendums régionaux sur la création d'une collectivité territoriale unique, en Corse, en Alsace, en Guyane, en Martinique. La représentation nationale a décidé de les piétiner, eux aussi. C'est donc pas un accident de l'histoire, c'est pas une catastrophe naturelle. Cela procède, au fond, d'une logique qui est d'abord celle du mépris pour ceux dont ils ont reçu le mandat. Alors, bien sûr, nous proposons tout simplement de déclarer la souveraineté populaire comme une instance inaliénable et sacrée. En République, la souveraineté populaire est une instance inaliénable et sacrée. Ça demande sans doute un peu de courage, parce que l'époque est à l'intimidation. Dès qu'on parle de souveraineté populaire, il dégaine les grands mots. On essaie de nous faire passer au choix pour un souverainiste ou pour un populiste, souvent les deux. Ça s'appelle une sémantique de dissuasion massive. C'est d'ailleurs le numéro dont nous a gratifié la présidente du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale lors d'un débat récent à Frangy. Elle mettait en garde les militants socialistes, tenez-vous bien, présents, de toute tentation de s'allier avec les populistes. Rendez-vous compte. Et si par malheur, en plus d'être d'ardents défenseurs de la démocratie, il vous prenait l'idée de devenir ou d'être patriote, d'aimer votre pays et de le revendiquer, alors là, vous ajoutez un galon à votre veste, vous devenez dans la foulée un horrible et un affreux nationaliste. J'en parle d'expérience, venant d'une famille politique qui a le privilège de l'antécédence dans ce genre de colibet. Je me rappelle d'un célèbre éditorialiste qui avait qualifié Jean-Pierre Chevènement de socialiste national. C'était il y a 20 ans, et déjà l'humeur était à la nuance. Souverainiste, populiste, nationaliste, on voit bien au fond où ils veulent en venir. Tous ces mots servent à qualifier par avance ceux qui ont l'audace de ne pas se satisfaire de l'Europe telle qu'elle va. Et si la gauche veut être conséquente, il va falloir qu'enfin elle desserre l'étau. Donc, soit elle remet en cause sa vision romantique de l'Europe, soit elle renonce à ce qui est le cœur de sa mission, je veux parler des politiques de transformation sociale. Car il n'y aura pas de société juste, ni de promesse d'égalité dans le cadre des traités actuels. C'est d'ailleurs au nom de ces traités que chaque année la Commission pond une liste de recommandations. Goûtez que recommandations relève très largement de la figure euphémistique. C'est à peu près la feuille de route de tous nos gouvernements depuis qu'ils ont été mis en place, depuis qu'ont été mises en place, les instances de contrôle chargées de surveiller la trajectoire budgétaire des États. Je m'étais demandé à l'époque d'où venait cette idée, dont je crois que peu de Français ont compris encore le sens et l'intérêt. Dès que Valls est arrivé Premier ministre, pouf, il nous a enquillé la réforme des grandes régimes. Ça a duré 1 mois. Alors j'ai été fouillé. Eh bien c'était dans les recommandations de l'année précédente de la Commission européenne. C'était listé. Donc les gouvernements, ils ont leur feuille de route. Jean-Luc Mélenchon et le groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, il a déjà son ordre du jour pour l'année qui vient. Il y aura peut-être des subtilités qui vont s'y ajouter. Mais je vais vous les lire, les 3 recommandations du dernier rapport, qui date de fin mai dernier. Ils attendent la fin du printemps, juste avant que les gens partent en vacances. Alors, donc la Commission européenne recommande à la France de veiller à ce que le taux de croissance nominale des dépenses publiques primaires nettes ne dépasse pas 1,4% en 2019, ce qui correspondrait à un ajustement structurel annuel de 0,6%, et à utiliser les recettes exceptionnelles pour accélérer, évidemment, la réduction du ratio d'endettement public. La deuxième recommandation, je fais vite, elles sont un peu plus longues, à poursuivre les réformes du système d'enseignement et de formation professionnelle, notez bien dans quel intérêt, mes amis, à renforcer son adéquation aux besoins du marché du travail. On pourrait prendre le temps de développer. La troisième recommandation, et la dernière, c'est à simplifier le système fiscal, vous l'aviez deviné, en limitant le recours aux dépenses fiscales, bien sûr,
en supprimant les impôts inefficaces et en réduisant les impôts sur la production prélevés sur les entreprises. Bon. Je n'insiste pas. Avoir les idées claires à gauche, ça veut dire qu'il faut débarrasser le débat européen de ces trois mantras. Je veux le dire ici aussi avec une très grande clarté. Les trois verrous qui empêchent de penser la question européenne depuis si longtemps. Le premier verrou, c'est l'Europe, c'est la paix. Non parce que ce serait intégralement faux, évidemment, mais parce que ce slogan est réducteur et qu'on peut aisément en décrypter l'arrière-pensée. Si on valide l'Europe, c'est la paix, ceux qui critiquent l'Union européenne dans sa configuration actuelle deviennent mécaniquement les promoteurs de la guerre. Eh bien, je rappelle à tous ces falsificateurs la grande leçon de Jaurès. La guerre, ce n'est pas le produit du patriotisme. La guerre, c'est le produit du capitalisme. Il faudra que nos amis socialistes qui ont du Jaurès plein la bouche, mais qui parfois ont tendance à s'en exonérer, méditent la conception de l'internationalisme par Jean Jaurès et sa conception du patriotisme, sans lesquels il n'y a pas de transformation sociale et de projet socialiste. Le deuxième verrou, c'est l'union fait la force. C'est une généralité rutilante, mais on constate aujourd'hui de façon très factuelle que l'Union européenne participe activement au délitement de la puissance du politique. Il ne suffit pas de s'unir pour être plus fort. La puissance découle des modalités de l'union et non d'une union intransitive qui est l'union pour l'union. Et le troisième verrou, qui est sans doute l'un des plus importants, si ça ne fonctionne pas aujourd'hui, mes amis, vous n'avez rien compris. C'est parce qu'il n'y a pas assez d'Europe. Alors cette logique infernale est un concentré de raisonnement libéral. C'est les mêmes en général qui disent si les Grecs ne vont pas mieux, c'est parce qu'ils n'ont pas fait assez de réformes structurelles. Si la croissance française reste atone, c'est parce qu'on n'a pas encore assez libéralisé le marché du travail. Ce raisonnement est structurellement une escroquerie. La crise européenne renvoie à un problème de nature de la construction européenne et certainement pas une question de dosage. La gauche eurolyciste que nous appelons de nos voeux doit se décomplexer sur la question européenne. Les critiques que nous formulons aujourd'hui ne sont pas nouvelles. Lors du débat sur le traité de Rome, en 1957, Marie-Noëlle Lienemann a cité tout à l'heure Mendès France dans son discours de janvier. Il en a reproduit un autre au mois de juillet, qui traitait davantage des questions économiques. Je ne veux pas être trop long, donc je vous en lis juste une ou deux phrases extraites de son discours. En parlant du marché commun et du projet de traité de Rome, Mendès France, qui s'apprêtait à voter contre, dit « Un tel système assure la survivance du plus fort et l'élimination du plus faible. » Il dit un peu plus loin « L'abolition des barrières douanières permettra de porter la concurrence dans les pays où se trouvent des entreprises moins efficaces, de leur prendre leur clientèle et leur place. Je voudrais maintenant montrer à quel point l'influence prédominante des thèses du libéralisme économique, Mendès France, juillet 57, dans les textes adoptés, peut mettre en péril non seulement les structures de notre économie, mais aussi ses aspirations les plus légitimes, jusqu'à la conception de son progrès et de son développement. Qui se rappelle, par ailleurs, qu'Aimé Césaire, lors du même vote en juillet 57, avait voté contre le traité instituant la Communauté économique européenne? Et savez-vous pourquoi? En juillet 57, le député des Antilles prenait la parole à l'Assemblée dans le débat pour indiquer que le projet de marché commun mettrait en grande difficulté les industries liées à l'exploitation de la canne à sucre, du fait des distorsions des modèles de production qui existaient déjà dans les Antilles. En 57 déjà, on ne produisait pas le rhum à la Martinique et à Saint-Domingue dans les mêmes conditions sociales. Et Aimé Césaire d'appeler au maintien des droits de douane pour protéger une industrie vitale pour les îles. Alors, je le pose la question ici, serait-il venu à l'esprit de Pierre Moscovici de dénoncer le nationalisme rampant d'Aimé Césaire? Donc viendrait-il à l'esprit de ces esprits, viendrait-il à l'idée de ces esprits chagrins aujourd'hui qui qualifient de nationalistes les artisans de la République sociale, de qualifier Pierre Mendès France de fasciste parce qu'il a défendu le principe des frontières? Je pense aux insultes, il n'y a pas d'autre mot, dont a fait l'objet Emmanuel lorsqu'il a récemment fait référence à Régis Debray et à son éloge des frontières. Nous ne céderons pas à l'intimidation
parce que c'est là aussi une stratégie qui vise en permanence à escamoter le débat, à empêcher l'émergence d'une alternative solide, d'une alternative crédible au service des peuples en Europe. Au cours de mon propos, et c'est ma conclusion, j'ai utilisé à plusieurs reprises le mot gauche, sans complexe. Je n'ignore évidemment pas les débats dont il fait l'objet et les critiques dont il peut faire l'objet. Cette bonne vieille catégorisation qui a tout de même la peau dure. Je rappelle que la gauche a survécu à toutes les crises de ces 2 derniers siècles. Elle a survécu à l'expérience impériale. Elle a survécu à la Restauration. Elle a survécu à la monarchie de Juillet. Elle a survécu au Second Empire. Elle a survécu ensuite à la Première Guerre mondiale. Elle a survécu à la Seconde Guerre mondiale. Va-t-on faire croire qu'Emmanuel Macron arriverait à faire la peau de ce concept là où des crises politiques d'une ampleur incommensurable dans l'histoire sont venues l'installer dans les consciences de nos concitoyens? Mais, au fond, il faut être conscient que s'il existe aujourd'hui un parasitage du concept, c'est le produit d'une chose précise. Je vous invite à lire Raoui Abdelal, le chapitre 3 de son bouquin, je le cite dans chacun de mes discours, jusqu'à ce que ça rentre dans toutes les têtes, sur le consensus de Paris. Il s'est étonné, ce chercheur américain, qui est professeur à Harvard, que ce soit les sociodémocrates français qui ont pris les rôles de tête de pont, j'ai dit, qui ont pris le rôle des têtes de pont dans l'ensemble des institutions internationales du marché. Chavronski à l'OCDE, Candesu au FMI, Delors Lamy, après les directives, Pascal Lamy à l'OMC. Alors, bien sûr, il y a ceux qui ont l'idée et ceux qui ont le mot. Et je dois dire que, depuis, on l'a vu avec le mandat de François Hollande, lui, il en gardait le mot, mais il semble que l'idée se soit littéralement vaporisée. Par grandeur d'âme, je ne vais pas revenir sur tous les forfaits de l'ancien président de la République. Et c'est le moment pour dire aussi un message à Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard, Younous Omarjee, et à l'ensemble des copains de la France Insoumise. C'est pas le MRC qui vous parle, là, c'est moi. Mais aussi, mais je ne veux pas prendre cette responsabilité collective. D'où qu'on vienne, quelles que soient les boutiques, les histoires, les trajectoires, la campagne présidentielle qui a été menée par Jean-Luc Mélenchon, dans les circonstances de déferlante que nous avons rencontrées, a été utile pour toute la gauche. Et cette histoire-là, les livres l'écriront dans ces termes. Elle a été utile pour toute la gauche parce que c'était la guerre du feu, il y a 1 an et demi. Et vous avez maintenu la flamme, le temps de cette campagne, sur un message de clarté. Bien sûr, on a des débats sur tel ou tel sujet. Mais vous avez maintenu une chose essentielle, c'est le message de la clarté, alors qu'en face de nous, il y avait la révolution libérale de M. Macron. Et pour ça, ils doivent être remerciés par tous les militants de gauche. Tous les militants socialistes devraient accepter, comme nous le faisons, de reconnaître l'utilité que cela a eu pour l'ensemble de la gauche. Et on comprend d'autant mieux ton cheminement de rupture, cher Jean-Luc, de 2005, celui que tu as décrit, que nous avions, alors pas moi, j'avais 15 ans, que nous avions nous-mêmes engagé un chemin de rupture en 92-93 sur le traité de Maastricht et sur la guerre du Golfe. Mais ça ne me coûte rien. Et il faut dire les choses qu'on fait. Vous avez réussi là où nous n'avons pas réussi. À vous faire entendre. Et dans l'histoire, ça aussi, ça compte. Alors, il faut que les orgueils qu'on fait acceptent de se rétrécir face à l'urgence de l'histoire.
Ça me paraît être absolument fondamental si on veut parler à ceux à qui nous parlons. Je termine sur ce point, j'ai été déjà trop long. Puissent nos causes communes apporter sa force à l'édifice pour réhabiliter la gauche dans le pays. Ce sera une œuvre de long chemin, il y aura des débats sémantiques, ça suppose d'être capable naturellement d'en modifier le contenu, qu'on ne parle plus le discours et le langage des 30 Glorieuses, alors qu'en 2018, des enjeux radicalement nouveaux s'imposent à nous. Nous avons une matrice, une filiation, un héritage et une histoire, mais c'est à nous, aujourd'hui, de fournir et de construire une réponse pertinente pour les temps qui viennent. C'est notre tâche, Emmanuel, Marie-Noël, Jean-Luc et l'ensemble des amis. Je veux qu'on puisse s'y concentrer ensemble. Je vous remercie.